Une opération massive de désinformation serait en cours en France. Elle a eu lieu ces 4 derniers mois. Le nom de l'opération, c'est Storm 1516. Alors, si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur Twitter ou Facebook, attention, vous êtes peut-être tombé sur des faux récits, des faux articles, des faux sondages qui inondent les réseaux sociaux et qui ont obtenu, vous le voyez, des millions de vues et qui sont orchestrés de toutes pièces par des officines russes. La campagne d'une rare ampleur a été révélée par NewsGuard et parmi les fake news qui circulent, cette vidéo que vous allez voir comme émanant du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, où on menacerait donc d'incendier Notre-Dame. Comme nous l'avons bien écrit, c'est une vidéo fausse. Ce groupe n'a jamais... La mise en scène est grotesque. La mise en scène est grotesque et pourtant, elle circule sur les réseaux sociaux, elle a fait des millions de vues. Ou alors cette fausse accusation de toute pièce, je le précise, qui a été générée par une intelligence artificielle, où on voit un homme qui serait soi-disant un ancien élève de Brigitte Macron et qui l'accuserait d'avoir subi des agressions sexuelles. Là aussi, cet homme n'existe pas. Il a été généré par une intelligence artificielle. Il y a plusieurs fausses informations, faux récits qui circulent. Dans quel but, en fait, la Russie fait-elle circuler ces informations, Guillaume ? D'abord, alors ce que vous l'avez dit et vous l'avez illustré, c'est extra grotesque. Je ne sais même pas comment qualifier ça, mais vous connaissez le dicton comme moi, plus c'est gros, plus ça passe. Et notamment en 2025, à l'ère des algorithmes, des réseaux sociaux et des IA, 55 millions de vues, c'est quand même énormissime. Donc derrière cette campagne, il y a une cible, la France. Et pourquoi ? Parce qu'elle soutient l'Ukraine, tout simplement. Et il y a un groupe, Storm 1516, ou plutôt le nom d'une opération d'influence russe destinée à déstabiliser à minima, à créer de la suspicion, générer de la défiance, bref, à manipuler les opinions publiques. Classique, vous me direz, Paola, c'est classique, les fake news, on commence à connaître, on n'en est pas exempt et on sait les contrer. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, dans les fermatrolles russes, vous avez des milliers de soldats, parce que ce sont des militaires, et c'est une guerre hybride qui est menée, des milliers de soldats qui entraînent les intelligences artificielles génératives, donc ces fameux logiciels comme ChatGPT qu'on utilise à peu près tous les jours, en les gavant de fausses informations, de telle sorte à ce que dès lors que vous leur posez une petite question un peu anodine, ces intelligences artificielles génératives, elles génèrent des contenus qui mixent le vrai et le faux. Et le pire dans cette histoire, c'est que Mistral, qui est une start-up française qui a généré son propre logiciel qui s'appelle Le Chat, est tombé dans le panneau. Donc oui, on est entré dans une nouvelle ère. Hier, vous receviez Gilles Grésani, qui a édité l'Empire de l'ombre. Et il dit quelque chose de très bien en donnant la parole à un philosophe de Hong Kong qui dit qu'aujourd'hui, on est entré dans une compétition pour le contrôle des technologies de l'information et que la réalité, c'est qu'on est en guerre pour le contrôle de la perception. Et ce qui est intéressant, c'est que ce philosophe lui-même a été généré par une intelligence artificielle. Ce philosophe n'existe pas. Donc tout ce chapitre montrait bien effectivement qu'aujourd'hui, la manipulation est à grande échelle et que la vérité, effectivement, et qu'il faut aiguiser son esprit critique pour ne pas tomber dans les panneaux. Absolument, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'en fait, effectivement, vous l'aviez reçu et vous avez expliqué un peu le débunkage derrière ça. Comment ça fonctionne ? C'est là que je termine. Une intelligence artificielle générative par ce qu'on appelle en mathématiques des régressions linéaires, c'est-à-dire qu'en fait vous générez de la plausibilité. Qu'est-ce qui est plausible ? Un sujet, un verbe, un complément, une phrase. À partir du moment où c'est plausible, vous n'êtes plus capable de distinguer le vrai du faux, et je pense qu'on est entré dans cette ère-là. Il faut faire attention, moi j'appelle ça la dictature de la plausibilité. On est entré effectivement dans une dictature de la plausibilité où on est inondé d'informations, il faut apprendre à faire le tri. Alors ce qui est intéressant dans cette officine russe, c'est qu'elle est tenue par un Américain qui s'appelle John Mark Dougan, qui est un ancien shérif adjoint de Floride, qui est devenu propagandiste du Kremlin, qui utilise l'intelligence artificielle donc pour créer et diffuser ces fausses informations. Vous allez le voir, on a retrouvé ces déclarations. Plus vous blanchissez les faux récits, plus ces informations sont diversifiées, plus cela amplifie la diffusion. Non seulement cela affecte l'amplification, mais cela affecte aussi l'IA future, en poussant ces récits russes du point de vue russe. Nous pouvons réellement changer l'IA mondiale.
Alors, vous voyez, on pousse des récits russes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences concrètes sur la société française. Est-ce que vous pensez que ça peut influencer des gens, des Français qui tomberaient sur ces fausses informations? De temps en temps, on dit il faut voir derrière l'influence russe, la propagande russe, par exemple le vote du Brexit ou encore l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on en fait trop en disant que ça a une réelle influence ou au contraire, est-ce qu'à bas bruit, vraiment, la propagande russe imprègne sur nous, Maxime? Vous avez utilisé une expression qui est importante, qui est à bas bruit. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a une propagande derrière chaque événement d'ampleur. Maintenant, toute la question est de savoir si la propagande, on va dire, est décisive. Quand par exemple j'entends une ministre dire que l'explosion de l'affaire Betaram sur les réseaux sociaux est sans doute due à des ingérences étrangères, c'est limite que l'affaire en effet qu'on a pu avoir des punaises de lit avant les JO soit poussée en effet par différents comptes, etc., que ça joue sur quelque chose, oui. Et d'ailleurs il n'y a pas besoin de voir beaucoup de propagande pour voir à quel point des hommes politiques, des journalistes, des personnalités déjà sur les réseaux sociaux ont une véritable capacité à s'enfermer dans ce qu'on appelle, pour aller rapidement, des bulles cognitives. C'est-à-dire qu'en fait vous vous retrouvez dans une bulle où sous prétexte que vous aimez un contenu, vous vous trouvez à lire en permanence et à observer des vidéos, des photos qui ne vous font penser qu'en accord avec vous-même. Donc c'est une véritable problématique. Maintenant, ce que je remarque, c'est que des opérations discrètes des agences très discrètes comme la DGSI en France, on est quand même dans un monde assez extraordinaire où, mine de rien, on peut avoir des vues sur absolument tout. Les images qu'on vient de montrer sont saisissantes pour, si vous voulez, comprendre ce qui se passe de l'intérieur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez plusieurs personnes capables de relayer à une échelle considérable, si vous voulez, des propos dignes d'un agent du Kremlin. Ça, c'est fascinant. Deuxième chose, il y a en France, je trouve, depuis, on va dire, quelques longues semaines maintenant, un véritable travail, la DGSI en prime, qui, notamment sur son site il y a 2 mois, a mis en ligne des documents pour expliquer ce qui était en train de se passer en France. Et objectivement, c'est comme on a pu le faire hier, un vrai travail de pédagogie, c'est-à-dire que ça vous met dans les coulisses des opérations dont on n'entend jamais parler sur le territoire. Ça va des enlèvements, à du piratage, à, si vous voulez... des tags de croix gammées, par exemple. Non, mais exactement. Et stabilisation d'entreprise aussi. Mais exactement. Et ça vous explique, ça va en effet jusqu'au piratage des systèmes informatiques des hôpitaux, jusqu'à des attaques informatiques, en effet, de grandes, si vous voulez, entreprises françaises pour aller voler des données, pour faire des rançons. On l'a vu à plus grande échelle, à quel point aussi le rôle de la crypto-monnaie ici dans ce pays est en train en fait d'être un nouvel accès pour aller attaquer des personnes. Et j'ai eu la chance il y a quelques jours de prendre beaucoup de temps avec des hackers spécialisés justement dans ces agences de renseignement, etc. Et ils vous évoquent assez bien, si vous voulez, non seulement le travail que fait la France, qui est fort, mais à quel point, si vous voulez, on est face réellement à une petite armée. À une petite armée, à une offensive, à une guerre hybride. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a eu un rapport aussi sénatorial sur la question, que le gouvernement commence à prendre vraiment la mesure de cette offensive. Et néanmoins, dans cette guerre, puisqu'on peut parler de guerre de l'information, la France va tenter de se protéger, mais pas d'être offensif. C'est ça la différence aussi avec la Russie qui nous attaque et la France qui, elle, tente de se prémunir de ces fake news. C'est-à-dire, c'est vrai que les autorités françaises disent qu'après l'Ukraine, la première cible de la Russie, c'est la France. Donc ça n'est pas rien. Alors ça ne marche pas toujours. On a beaucoup parlé des cyberattaques, vous savez, de la désorganisation qu'aurait préparé la Russie avant les Jeux Olympiques à Paris. Bon, finalement, on y a échappé. Mais en tout cas, c'est vrai que la France est évidemment une cible. Il faut en avoir conscience. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est développer l'esprit critique, vous aviez dit. Donc, effectivement, il y a beaucoup, et parmi les plus jeunes, évidemment, de garçons, de filles qui ne regardent que les réseaux sociaux et qui ont l'impression d'apprendre des choses en regardant un certain nombre de vidéos qui sont totalement bidons. Donc, comment faire ? Est-ce que c'est le devoir des médias, on va dire, traditionnels? Oui, mais je pense que j'aimerais bien que la France entière regarde tous les jours LCI, toute la journée. Mais est-ce qu'il faudra bien sûr, mais démonter systématiquement, dénoncer systématiquement la guerre de l'information? Elle est fondamentale. Plus importante, j'allais dire même, effectivement, il y a les militaires, et la guerre de l'information, elle est devenue fondamentale. Comment on se protège? Ça, ce sont les services. Comment on éduque effectivement les plus jeunes pour leur dire attention à ce que tu regardes, à ne pas croire. Ça, c'est vraiment une réflexion que tous les médias doivent avoir. Parce qu'en même temps, c'est bien de dénoncer, de montrer, mais est-ce que ça donne pas envie? Si vous n'armez pas les esprits derrière, oui. Pardon? Si vous n'armez pas les esprits derrière. Des esprits derrière, et puis ça donne envie d'aller voir c'est qui le type, et t'as vu, c'est marrant ce qu'il fait, et donc
participer aussi à la diffusion de ces fausses, je sais pas le mot parce qu'on ne va pas dire nouvelles, c'est des fausses informations. C'est du plausible. C'est du plausible. Du plausible, mais au-delà du plausible, c'est regarder, inciter à regarder, parce que tu as vu, c'est marrant, j'ai vu un type qui... Donc, c'est une vraie réflexion que je pense que tous les médias doivent avoir. Peut-être aussi en instaurant, dès l'école, des cours d'éducation aux médias, des cours d'esprit critique, pour apprendre à muscler aussi son système immunitaire intellectuel pour ne pas être victime et toujours se demander si cette information-là est vraie, n'a pas été générée par une intelligence artificielle, n'est pas un montage, dans quel but elle m'arrive dans mon fil d'actualité. C'est ça toutes les questions qu'il faut se poser aujourd'hui quand on voit une information. Maxime va abonder sur l'aspect éducationnel, mais d'un mot, il y a aussi l'offensive qu'on peut mener. Je lisais une interview du général Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, et qui disait que pour le moment, on peut mener, en gros, sous couvert d'attaques secrètes, des liquidations extrajudiciaires dans un pays ou dans un autre. Par contre, être offensif par le secret sur les réseaux sociaux et tenter des opérations de déstabilisation à l'étranger, ça pour le moment les Français ne le font pas. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné changer d'état d'esprit et véritablement passer à l'offensive de ce point de vue-là. On est victime d'attaques, on se protège. Mais pourquoi on ne passerait pas à l'offensive ? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser du point de vue militaire. Moralement, c'est effectivement, on s'interdit de faire ce qu'on dénonce. Voilà. Tous ceux dont on n'est pas au courant aussi. Je pense que la France est capable de mener des attaques dont elle ne se fait pas la publicité, ce qui est totalement normal. Il y a une barrière morale. Il y a une barrière morale et la barrière du droit. Bien sûr. Seulement aussi, pour revenir sur le terme de guerre hybride, il faut voir aussi à quel point ça se décline sur absolument tous les aspects de notre vie quotidienne. Et là, on parle de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Azerbaïdjan, c'est le cas de l'Inde. Il suffit de se balader un peu dans différents parlements à l'étranger ou même en Europe pour voir à quel point, si vous voulez, les lobbyings sont agressifs. Et quand on parle de lobbying, on est persuadé que ce sont des gens en bisounours qui, en échange d'un peu d'argent, vous font répéter des bons discours. Mais c'est une véritable guerre en interne. Il suffit de discuter avec des eurodéputés. Des commissions sont là pour mesurer parfois l'ampleur d'une ingérence sédentiaire sur des dossiers stratégiques, sur le côté des armes, sur le côté de l'industrie, sur le côté économique, sur le côté de l'écologie. Donc la guerre hybride est beaucoup plus, si vous voulez, diversifiée que quelques piratages, et ça ne vient pas exclusivement, malheureusement, de la Russie, même si ça en est une part très, très, très importante. Je pense que c'est très important de dire que ce n'est pas que la Russie. Non. S'il n'y avait qu'un adversaire, le terme qu'on entend, les États prédateurs. Mais chaque fois qu'il y a un conflit, effectivement, aujourd'hui avec un État, on peut imaginer que les services de cet État nous attaquent de différentes manières. Donc c'est ça qui est difficile.